Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur la chaîne Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur la relation que peuvent entretenir le secteur de la gestion de patrimoine et les crypto-monnaies, alors que l'affaire FTX a potentiellement rebattu les cartes pour un certain nombre d'investisseurs en crypto-monnaies. CGP et crypto, est-ce le retour de la frilosité? C'est la question que nous poserons dans un instant à Léonard Fontaine, cofondateur de Novalia Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui commencera à faire un premier bilan de cette année 2022. On tentera de regarder en cette fin d'année quelle allocation d'actifs on peut proposer à des épargnants dans un monde de plus en plus complexe, avec un retour de l'inflation, des marchés financiers que l'on a parfois un petit peu du mal à comprendre. Nous ferons un point avec Benoît Lombard, président de La Place. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles relations entretiennent d'un côté le secteur des CGP et de l'autre les crypto-monnaies. Les relations ont pu être plus ou moins chaudes selon les périodes. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Léonard Fontaine, cofondateur de Novalia Patrimoine. Bonjour Léonard Fontaine. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Ce que j'essayais de dire en introduction, c'est que on a vu effectivement une adhésion d'une partie des épargnants aux crypto-monnaies. Il y a plusieurs sondages qui ont montré, par exemple, que 8% des Français étaient intéressés par les crypto-monnaies. Pour autant, le secteur des CGP était, lui, beaucoup plus frileux sur l'investissement en crypto-monnaies. Ça, c'était avant l'affaire FTX. La question, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant dans le secteur des CGP vis-à-vis des crypto-monnaies? Vous, pour le coup, vous ne faisiez pas partie des plus frileux. Alors non, nous, on ne faisait pas partie des plus frileux au sein de Novalia Patrimoine, mais effectivement, c'est vrai que ça n'a jamais été une grande histoire d'amour entre les CGP et les crypto-monnaies. C'est plutôt les clients qui ont poussé les CGP, en réalité, à s'intéresser aux crypto-monnaies. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, 8% des Français ont déjà possédé des crypto-monnaies, ont déjà eu en leur possession des crypto-monnaies, contre 6,7% par exemple qui ont déjà possédé ou qui posséderaient des actions de société. Avec du coup un questionnement quand on est professionnel de l'investissement, ou en tout cas conseil en investissement financier, qui est de dire est-ce que je me saisis du sujet ou est-ce que j'accepte que les épargnants aillent eux-mêmes sur des plateformes avec peut-être un peu moins d'informations que si moi je m'étais saisi du sujet? Alors effectivement aujourd'hui c'est compliqué pour un CGP de conseiller sur des crypto-monnaies parce que c'est un marché qui est encore trop instable. D'accord. Pour tous les CGP. Après, c'est vrai que l'affaire FTX, qui en réalité est une fraude, c'est une fraude avérée. Donc aujourd'hui, on l'a vu là dans la nuit, Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas, bien sûr. Oui. Exactement, et va être extradé vers les États-Unis. Donc ça prouve bien que c'est une fraude. À mon sens, les montages financiers frauduleux n'ont pas attendu l'existence des crypto-monnaies pour exister. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, personne n'a envie de prendre le risque d'aller conseiller directement ses clients sur des cryptos. Et on préfère les laisser aller vers des PSAN directement réglementés. Alors, si on revient un petit peu en arrière, Léonard Fontaine, chez Novalia Patrimoine, avant l'affaire FTX, Novalia Patrimoine se positionnait... alors, c'était évidemment, vous êtes un cabinet de CGP traditionnel, mais vous ne fermiez pas la porte aux crypto-monnaies? Alors, on ne fermait pas la porte aux crypto-monnaies. En fait, on peut aujourd'hui, en tant que CGP, nouer des partenariats avec différentes sociétés qui nous permettent de prendre les fonds des clients et du coup de les investir, mais toujours sous délégation. Encore une fois, d'un PSAN. Donc nous, on n'a jamais été fermé là-dessus pour avoir une petite poche de diversification sur les crypto-monnaies, mais plutôt une poche qu'on appellerait poche plaisir. Voilà, qui pourrait contenir également des œuvres d'art, des véhicules de collection, des montres de luxe, enfin ce que vous voulez, et qui ne devrait pas dépasser 5 à 15% de votre patrimoine global, selon votre âge et selon votre patrimoine total. Donc 5 à 15% d'une poche plaisir dans laquelle on pourrait retrouver des cryptos, mais aussi tout le reste. Exactement. D'accord. Ouais, exactement. Ça, c'était avant l'affaire FTX, donc vous faisiez partie de ceux qui ne fermaient pas la porte aux crypto-monnaies. Est-ce que depuis l'affaire FTX, le secteur des CGP et vous en particulier, vous voyez cet investissement de manière un peu différente? Alors,
Nous, en particulier, on ne voit pas cet investissement de manière différente, étant donné qu'on n'a jamais conseillé à qui que ce soit de se surexposer. Je pense que voilà, toute stratégie d'investissement doit être réfléchie. Donc là, comme on est sur une catégorie d'actifs extrêmement risqués, soit on ne veut pas se faire accompagner et à ce moment-là, on va faire quelque chose de très simple et investir tous les mois la même somme sur la même allocation. Bien sûr, une somme dont on n'aura pas forcément besoin tout de suite, parce que dans la catégorie des actifs très risqués, on entend aussi la durée. Donc forcément, il ne faut pas avoir besoin de l'argent directement dans les prochains mois. Il faudrait compter plus de 10 ans d'espérance. Donc ça, c'est effectivement votre vision. Alors effectivement, la question, c'est le secteur. Mais bon, j'imagine que vous n'avez pas discuté avec tous les gens du secteur pour se poser la question. On sent quand même une certaine frilosité du côté des CGP. Pour autant, qu'en est-il des gens avec qui vous échangez, des épargnants avec qui vous échangez? J'imagine que vous devez avoir un certain nombre de questionnements sur le sujet. D'un coup d'un seul, le conseil en investissement financier sur le sujet crypto prend tout son sens peut-être pour un certain nombre d'épargnants? Oui, tout à fait. Bon, alors après, c'est vrai qu'on avait beaucoup plus de questions par rapport aux crypto-monnaies en 2020 et 2021. D'accord, quand ça montait. Exactement, c'est ça. ouais. Et puis peut-être aussi avant qu'il y ait le crash de Terra Luna au printemps dernier ou de FTX plus récemment. Mais c'est vrai que les questions qui revenaient régulièrement, c'est comment est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui du rendement autrement qu'en bourse, parce que la bourse paraît plus savante pour les clients particuliers que les cryptos. Mais en réalité, c'est pas une question voilà, d'avoir plus de connaissances ou non, c'est simplement que les cryptos étant des actifs très risqués, sont très volatiles, et du coup on fait espérer à beaucoup de particuliers qu'ils allaient pouvoir tout de suite devenir très riches, contrairement aux actions qui mettent un peu plus de temps. Mais quand on prend le comparatif avec le Nasdaq quand il s'est créé, on avait énormément de volatilité aussi à l'époque. Donc aujourd'hui, je pense que voilà, les particuliers se sont questionnés sur la question qu'il y a derrière tout ça, c'est comment est-ce que je peux gagner de l'argent très rapidement. D'accord. Donc ça, c'était en 2020-2021. Voilà, exactement. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de questions là-dessus des particuliers. Sinon, c'est qu'ils s'y intéressent déjà par eux-mêmes et qui sont déjà indépendants, ceux qui continuent d'investir en 2022. Mais aujourd'hui, c'est plutôt comment générer du rendement avec une inflation élevée sans prendre des risques démesurés. Pour ça, bon, c'est vrai qu'on avait quand même un contexte ultra favorable pour les entreprises technologiques, les secteurs de biens de consommation non essentiels, les services de communication, notamment aux États-Unis, avec voilà, une croissance mondiale modérée sur les 10 dernières années, une inflation limitée et une politique budgétaire et monétaire de la part des banques centrales plutôt accommodante. Aujourd'hui, on a un changement de paradigme, donc tension géopolitique, inflation élevée et également une hausse des taux d'intérêt. Ce qui, du coup, va nous pousser, en réalité, à nous réintéresser à l'investissement axé sur les dividendes. D'accord. Mais alors, du coup, parce que quand je vous posais la question tout à l'heure sur les cryptos, vous m'avez répondu que finalement, on ne venait pas vous questionner sur les cryptos en tant que tel, mais plutôt sur tout ce qui est autre investissement que bourse. Là, du coup, c'est toujours les mêmes teneurs de discussion que vous avez avec vos clients ? Alors, sur les autres investissements que bourse, donc vous parlez par exemple de tout ce qui est plutôt investissement plaisir. Hein, la question, c'est qu'est-ce qui ressort des échanges que vous avez avec vos clients, justement, sur les questionnements qu'ils ont actuellement ? Alors, sur les questionnements qu'ils ont actuellement, nous, ce qu'on va leur dire, c'est voilà, de s'écarter de tout produit qu'ils ne comprennent pas. D'accord. S'ils veulent investir dans des cryptos, mais qu'ils ne comprennent pas ça, qu'ils n'y aillent pas, ou sinon qu'ils se fassent accompagner via nos partenaires, mais tout en passant par Novalia Patrimoine, bien sûr. Après, voilà, ça peut arriver d'avoir des clients qui connaissent très bien les montres, les véhicules de connexion. Tout ça, nous, on va pas s'immiscer là-dedans. On fait notre travail de conseiller en investissement et bien sûr toujours sous réserve du profil de risque de la personne, qui est drivé en général par le patrimoine, par l'âge, par l'appétence au risque également. Alors vous avez effectivement, là on élargit un petit peu le sujet, on a commencé par les crypto-monnaies, maintenant on va un petit peu plus sur l'activité du CGP en tant que tel, ou du conseil en investissement financier. Vous avez dressé un petit peu le contexte économique qu'on avait il y a un an, ou en tout cas un an et demi. Il y a un contexte aujourd'hui avec un peu plus d'inflation, avec des prévisions de croissance économique revues à la baisse pour l'année 2023, des marchés financiers qui finalement d'ailleurs
marché boursier qui pour certains ne s'en sortent pas si mal, mais qu'on a plus de mal à comprendre, ou en tout cas on n'a jamais vraiment pu évidemment les anticiper, mais au moins comprendre un petit peu les mouvements. Comment est-ce qu'on peut aller chercher du rendement sans aller forcément chercher la dernière innovation, ou alors si on veut y aller, comment est-ce qu'on peut se prémunir du risque sur le sujet? Alors pour se prémunir du risque sur le sujet, évidemment, il y a donc les actions de croissance, donc celles qu'on a citées donc précédemment, des différents secteurs, où là c'était plutôt sur les 10 dernières années qu'on avait un contexte accommodant pour aller sur ce type d'investissement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mieux, on va privilégier d'aller donc sur des placements, en réalité sur des investissements d'actions à dividendes, parce que ce sont des entreprises qui généralement sont plus résilientes dans des contextes comme ceux qu'on connaît actuellement. Alors effectivement, ça va être plutôt la stratégie Warren Buffett, hein. Donc c'est moins, ça monte moins vite, ça monte moins fort, mais par contre sur longue durée, ça ne déçoit que rarement. Et ça, un épargnant qui voit le taux d'inflation en fin d'année en France ou en Europe, quand on lui dit vous aurez peut-être un peu moins de rendement, mais c'est un peu moins risqué sur la durée, il l'entend? Alors, il commence à l'entendre, mais c'est vrai qu'on est habitué à tellement d'argent entre guillemets magique et gratuit, que ce soit sur les taux de crédit, où les gens n'ont pas encore assimilé en fait les nouveaux taux de crédit, parce qu'on était encore à 1% pour certains profils il y a un an. Aujourd'hui, on est à 2,5 sur 25 ans. Pareil sur les actions, sur les rendements, on a vu des crypto-monnaies qui faisaient x10, x1000. Aujourd'hui, tout est divisé. Donc l'épargnant commence à l'entendre, mais je pense que voilà, les médias vont bien faire le job sur 2023 aussi, pour continuer à en mettre des couches sur l'inflation et sur les différentes crises auxquelles on est potentiellement exposé, pour que les personnes comprennent qu'aujourd'hui, on est risk-off en réalité, et qu'on va éviter d'aller faire n'importe quoi sur les marchés financiers. Justement, 2023, alors si je reviens sur le sujet crypto-monnaie, vous nous avez effectivement expliqué que c'était une poche de diversification, que selon vous, il faut que ça aille entre 5 et 15% maximum sur l'intégralité de la diversification des actifs diversifiants qu'on pourrait avoir sur son patrimoine. Pour 2023, quelle approche vous avez de l'épargne en crypto-monnaie? Alors sur l'épargne en crypto-monnaie, exactement la même, hein. Ce serait quand même dommage de dire qu'on peut les intégrer dans une poche plaisir quand ça monte, mais ne pas le faire une fois que ça a diminué. Nous, on n'est pas, on ne se dit pas que les crypto-monnaies ne fonctionnent pas ou qu'elles ne valent rien, hein. Encore une fois, l'affaire FTX est une affaire de fraude, Terra Luna également. Donc aujourd'hui, on sait que... Dont on ne mesure pas, et on l'entend souvent encore, toutes les conséquences que ça pourrait avoir sur un écosystème. Complètement. Les conséquences vont être très lourdes pour l'écosystème. On ne sait pas encore, il y en a déjà eu de nombreuses, mais on ne sait pas encore où ça s'arrête. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai pour habitude de dire aux clients, et ce qu'on a l'habitude de dire aux clients au sein de Novalia Patrimoine, en fait, on conseille d'avoir son âge en pourcentage d'actifs non risqués. Donc comme ça, c'est simple à comprendre. Exemple, vous avez 30 ans, on vous conseille d'avoir 30% d'actifs sans risque de perte en capital dans votre patrimoine. Et le reste, on va le ventiler entre les différentes classes d'actifs. Donc il y aura, selon le profil, prudent, équilibré ou dynamique, soit full dynamique, soit à ce moment-là, on va essayer de mettre un petit peu d'immobilier, de financier. Mais en tout cas, vraiment avoir votre âge en pourcentage d'actifs non risqués, ça évitera beaucoup de déconvenus. Merci beaucoup Léonard Fontaine d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous expliquer un petit peu comment vous voyez l'épargne ou l'investissement en crypto-monnaie. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Novalia Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Quelle allocation d'actifs peut-on proposer à un épargnant dans un monde qui se complexifie? Voilà la question qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benoît Lombard, président de La Place. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors c'est sûr que gérer son épargne en fin d'année 2022, ça peut soulever un certain nombre de questions. Déjà face à l'inflation qui n'en finit pas d'augmenter sur le sol français ou européen, plus 6,2% en novembre en France pour ceux qui nous écoutent. Quand on est CGP, quand on doit répondre tous les jours à des épargnants sur les différentes manières de placer leur argent, est-ce que l'inflation rebat les cartes de ce qu'on avait l'habitude de faire il y a encore quelques mois? 2022 a une année où tout a été basculé. D'accord. Première année où on connaît un krach obligataire aussi fort que celui que l'on connaît, bien sûr, et le plus élevé depuis 1788, depuis le moment où on arrive à avoir des données, pour dire.
cet risque obligataire très très fort qui s'est pris, c'est couplé aussi avec une correction forte sur le marché des actions. Oui, et puis bien avec un regain du monétaire. Et puis, l'immobilier aussi souffre parce qu'il est bien souvent indexé sur le coût du crédit. Et le coût du crédit s'est renchéri. Donc, on ne sait plus quoi faire en cette fin d'année 2022, ou en tout cas, on a moins de certitudes qu'en début d'année, ou en tout cas, il faut aller vers de nouvelles certitudes, c'est ça? Non, mais il y a une conjonction d'éléments macroéconomiques, d'éléments politiques, d'éléments géopolitiques, à un moment donné où on est arrivé à la fin du quoi qu'il en coûte. Bien sûr, oui. Et tout est arrivé au même moment, à des instants où on ne s'y attendait pas. C'est la raison pour laquelle il fallait toujours, et il faut toujours, dans le cadre d'une allocation d'actifs pour un particulier, reprendre des éléments de base. Bien et sûr, je suis désolé d'y revenir. L'horizon de gestion, l'appétence au risque, quelle poche dois-je mettre de côté pour mes disponibilités, et quelle poche puis-je mettre également de côté sur un horizon qui est un peu plus long. Et auquel cas là, les fluctuations, si tant est que les options d'arbitrage soient bien prises, ça on pourra en parler, Bien sûr, oui. sont bonnes, et auquel cas on doit être à même de pouvoir supporter ces fluctuations, parce qu'aujourd'hui, on le sait, mais depuis qu'on est en monde à taux zéro, depuis 2008, depuis l'injection de cash massive, depuis ces taux négatifs, rappelez-vous des taux négatifs qu'on avait, Oui, bien sûr, eh bien, oui. depuis tous ces éléments-là, on sait juste une chose, on sait qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Maintenant, sur quel risque on doit aller ? Justement, ça c'est une vraie question sur quel risque on doit aller. Juste avant, quand même, vous avez évoqué le krach obligataire qu'on a connu cette année, vous avez évoqué la situation des marchés actions qu'on a eu un peu plus de mal à comprendre. On a entendu souvent sur ce plateau, sur d'autres plateaux, qu'il y avait une corrélation, on avait découvert une corrélation entre actions et obligations qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps et que ça remettait en cause la certitude, par exemple, d'aller protéger son capital avec des obligations et aller chercher du rendement avec des actions. Est-ce qu'en fin d'année, on est toujours dans cette situation-là, selon vous ? Juste sur le marché obligataire, parce que c'est un marché qui est quand même très profond. C'est un marché où il y a beaucoup d'échanges, mais c'est aussi un marché de money maker. Vous ne pouvez pas acheter, si vous avez envie, vous, une obligation, une OAT du Trésor. Vous ne pouvez pas acheter une obligation qui est émise par une société bien notée. C'est pas possible, ou mal notée. Vous ne pouvez pas. Il est obligé de passer par des intermédiaires qui sont des money makers. Et quand on parle de ça, on ne se rend pas compte de la complexité et de l'ampleur du sous-jacent. Les obligations d'État, on était à 0% début d'année. On est à 2,42 ce matin sur le 10 ans français. 240 points de hausse, mais surtout, on a eu plus de 200 points de base de hausse en l'espace de 6 mois. Eh bien, sur le marché des obligations d'entreprise, il en va de la même. On était peut-être sur des obligations notées single B ou double B, tout dépend. Donc, un horizon de gestion sur 5 ans à 3,5 de rentabilité en début d'année. Aujourd'hui, on est à 7,8. Là, on voit que non seulement on peut avoir de l'appétit pour aller sur ce type d'actifs, mais aussi que les obligations qui ont été émises au 1er janvier, aujourd'hui, elles supportent une décote qui est peut-être de l'ordre de 12 à 13% si on reprend ces ratings-là. Et donc là, on retrouve un peu d'intérêt à revenir sur le marché obligataire. Sur le marché des actions, on a des corrections, mais est-ce qu'on est allé au-delà de ce qu'on imaginait ? Je ne le sais pas. On a vu une forte hausse des marchés en octobre et en novembre. Bien sûr. On revient d'ailleurs sur des niveaux, alors on n'y est pas encore, mais on se rapproche quand même des niveaux de début d'année sur le CAC 40, c'est pas le cas sur tous les indices. On n'est pas encore, on est à -5, -6, on a des marchés notamment émergents qui ont supporté des fortes baisses. La vraie question, elle est économique. Est-ce que demain, nous serons en récession ou pas ? Récession, 2 trimestres de croissance négative égale récession. Est-ce qu'on y sera ou on n'y sera pas ? On va dire 75% pensent qu'on y sera, 25% pensent que non. Tout dépend là. Je ne le sais pas, moi. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on peut revenir à des fondamentaux des entreprises et de regarder le sous-jacent de ces entreprises. Des actions qui ont des dividendes au rendement. Des actions qui crachent du dividende, si je puis m'exprimer. Bien sûr, oui. Peut-être avoir un regain d'intérêt en cette période actuelle. Le marché obligataire aussi. Donc, on peut revenir progressivement sur le marché. Le marché obligataire... On y va, mais simplement, effectivement, s'il y a plus de rendement, si je suis ce que vous nous avez dit, c'est qu'il y a plus de risques aussi. Il y a un petit peu plus de risques qu'avant sur le marché obligataire, alors. Le risque, on l'a supporté. Quand on avait des taux à 0, sur les emprunts d'État, on était certain d'un truc. Et quand on avait des taux à 3 ou 3,5 sur des obligations moyennement notées, comme je le disais, sur un horizon de 5 ans. On savait juste une chose, c'est que où on se cantonnait à un niveau de rentabilité de 0, pas satisfaisant, bien sûr, oui, et qui ne plaisait à personne, on achetait un coffre-fort, on avait même des taux négatifs, ou on supportait naturellement une hausse des taux qui devait venir, puisqu'à un moment donné, les politiques centrales coordonnées des c'était écrit. Oui, bien sûr. Donc, allez arrêter d'injecter du cash. Donc, c'était écrit, on le savait. Alors, aujourd'hui, on voit des taux qui ont progressé à des niveaux auxquels on ne s'attendait pas. C'est la raison pour laquelle on peut avoir de l'appétit pour aller vers cette classe d'actifs. Donc, je tiens à rappeler que le risque, il est passé. Et qu'aujourd'hui, sur un portefeuille, je vous dis, single B, sur des zones de 5 ans, allez, horizon 2027, on va dire,
on arrive à avoir des rentabilités sur un panier diversifié d'obligations, bien sûr piloté par des professionnels que l'on doit sélectionner. Bien sûr, je rappelle que le CGP a un rôle non pas d'aller chercher l'obligation, mais d'aller chercher les gérants qui savent gérer les obligations. Oui, bien sûr. C'est un peu différent. Bon, eh bien, si on trouve un portefeuille, une équipe d'abord de crédit qui a de l'expérience, un portefeuille bien diversifié, on arrive à avoir des rentabilités actuarielles à horizon 5 ans de l'ordre de 8 à 9%. Bah, là, on peut peut-être non pas y aller massivement, mais sortir une quote-part de son fonds euro qui ne va pas protéger de l'inflation, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'inflation, pour aller dans des proportions mesurées par rapport à son appétence de risque, par rapport à son horizon de gestion, vers cette classe d'actifs. Donc, je dis que le risque, il est essentiellement passé. Je ne dis pas qu'on ne va pas encore avoir de hausse des taux, mais on a vu 4 hausses des taux successives de la part de la Fed, bien donc de la BCE. Je crois qu'il y en a encore 2 autres qui vont arriver sur la Fed, une de 0,50 prochainement. Alors, personne ne le sait, mais en tout cas, c'est ce qu'on anticipe. Mais, oui. Donc, mais le gros a été fait. Donc on peut y aller progressivement. Et naturellement, nous, notre rôle de gestionnaire de patrimoine, il est de construire pas à pas, petit à petit, un portefeuille diversifié, si on s'en cantonne sur les marchés financiers, parce qu'on bien sûr, aussi d'autres marchés, il y a l'immobilier, je pense que vous voulez parler de crypto. Immobilier, crypto, ça, si on a le temps, on en parlera. Donc là, on peut effectivement, pas à pas, reconstruire un portefeuille, mais surtout avoir des opportunités. Quand on a des PER sur des ratios sur un cost-bénéfice qui sont relativement intéressants, sur des valeurs qui ont été massacrées, il y a peut-être revenir un petit peu sur ce marché action, même si demain on anticipe une récession. Alors est-ce qu'on est vers les 75% qui pensent qu'il y a une récession ou les 25% qui pensent qu'il ne va pas l'avoir? Je ne sais pas, mais on peut aussi discuter avec nos clients. C'est ça le rôle d'un CGP, c'est d'échanger, discuter et puis prendre communément des risques justement à cette appétence. Justement, alors vous disiez sur les obligations que le risque était passé. En revanche, la question qu'on peut se poser sur son portefeuille, sur ses actifs, c'est quel risque je suis prêt à prendre pour aller justement réduire l'impact de l'inflation sur mon épargne, voire combattre l'inflation. Ça dépend un petit peu de l'appétence au risque de chacun. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement, Benoît Lombard? Si on a l'inflation, je ne sais pas combien, 6, 6,5, 7, 7, 8, je ne sais pas. Bon, mettons qu'elle soit à 7. Allez, en France. 6,2 en novembre en France, mettons. Admettons, 6. Mais pour avoir du rentabilité à 6, où est-ce que vous allez la trouver? Sur des emprunts d'État à 10 ans alors qu'on est à 3,5? Enfin, pardon, ce que je raconte, on est à 2,40, excusez-moi. Oui, bien sûr. On est à 2,40 sur des emprunts d'État à 10 ans. Ça ne protège pas. Mais alors où est-ce qu'on va chercher? Donc, je parlais, des obligations corporate sur lesquelles il y a peut-être de l'intérêt, pas pour longtemps. Parce qu'on a déjà vu une forte hausse du sous-jacent de ces obligations qui ont été émises, par exemple en début d'année, sur un horizon de 5 ans. Donc il faut vite se dépêcher. On a les produits structurés dont on pourra bien sûr, c'est peut-être le moment d'en parler. On a bien sûr le marché des actions sur lequel on peut aller sur un horizon de gestion, aller 8 ans, sur un horizon offensif. Détenir un portefeuille de 15 à 20% d'actions bien diversifiées et où on va viser du rendement, on va viser des sociétés value qui sont décotées, on va peut-être éviter la tech qui a besoin de monnaie pour pouvoir se développer, donc bien sûr, de croissance qui ont été un peu massacrées. Et puis on peut y aller progressivement comme ça pour accompagner, j'allais dire, les données macroéconomiques qui nous seront communiquées. Les produits structurés, vous les avez mentionnés, alors c'est vrai qu'on en parle, on en entend souvent parler et on en parle souvent sur ce plateau, notamment depuis quelques semaines, on voit même apparaître des produits structurés à capital garantie où d'un côté la poche obligataire permet de garantir le capital et de l'autre on a même des rendements via des options ou via des obligations. Est-ce que les produits structurés sont la réponse de cette fin d'année, Benoît Lombard? Si vous me posez cette question-là, je vous dirais, est-ce que les sociétés sont un produit sur lequel il est intéressant d'investir? C'est-à-dire qu'il faut regarder à l'intérieur. Mais voilà, donc il y a autant de produits structurés qu'il y a de stratégies possibles. Bon, il faut vérifier quel est l'émetteur, vérifier quelle est l'ingénierie qui a été développée derrière, vérifier quelle est la promesse qui est faite au sein du produit. Et je rappelle là que notre travail de CGP est d'être ce filtre entre des produits éminemment complexes que sont les produits structurés et puis le particulier à qui est adressé type de véhicule d'investissement. Mais effectivement, quand on avait des taux qui étaient si bas, on voit que la volatilité augmente, on voit que le prix des l'obligataire a augmenté. Bien sûr. Donc là, il y a des moments aussi pour aller chercher des prix intéressants pour créer par ce jeu d'obligations. Je rappelle qu'un produit structuré, il y a une obligation, les taux ont monté, donc le rendement est meilleur, et donc on peut escompter une rentabilité qui est plus satisfaisante. Et puis après, à nous d'aller chercher l'ingénierie, à nous d'aller chercher les équipes qui sont capables de créer par le jeu des options le mécanisme qui nous permet d'avoir la garantie qu'on recherche ou pas au terme. Mais effectivement, là encore, pour se trouver un actif décorrélé des marchés financiers, les produits structurés sont intelligents. Ça m'amuse beaucoup parce qu'en France, on aime bien les structurés. Et on a des vraies équipes qualitatives. Je rappelle que les émetteurs sont des banques. En France, on a BNP Paribas et Société Générale, pour ne pas les nommer, qui sont
On a aussi Natixis, évidemment, qui peut en émettre, mais on a quand même 2 établissements extrêmement importants qui sont capables d'émettre ce type de produit. Ça veut donc dire aussi qu'on a les ingénieurs Bien sûr, financiers qui sont capables de pouvoir créer. Et puis que nous sommes bercés à l'éducation de cette science intellectuelle qui est une singularité française. Je discutais avec un correspondant suisse, banquier suisse, ils ne connaissent pas ça, eux. Ils ont beaucoup d'hedge funds. Donc nous, on est plutôt produits structurés. On n'a pas parlé de private equity aussi, enfin, je voudrais qu'on en parle. Bah justement, private equity. Alors, je rappelle juste quand même, j'ai parlé de produits structurés à capital garanti. Tous les produits structurés ne sont pas à capital garanti, mais on en voit apparaître actuellement. Le private equity, c'est un moyen d'aller chercher du rendement, si tant est qu'on est prêt à épargner longtemps, ou en tout cas d'être sur un horizon de placement assez long. Moi, je conseille depuis des années, 30 ans que je fais ce métier, une clientèle qui est plutôt aisée. Et souvent, mes clients aisés me disent la chose suivante. Le prix de la cotation continue est infernal. C'est le stress permanent. D'accord. Quand je rentre chez moi et je mets la clé dans mon appartement, je ne me pose pas la question de savoir combien il a pris aujourd'hui ou combien il a perdu. Eh bien, ça, le prix de la cotation continue, c'est cher. Ça fait peur. Le private equity a ceci de bien qu'on n'est déjà pas dans le diktat de coups de canon de la fin de la journée où je sais si j'ai gagné ou pas gagné. Ça, c'est le point déjà psychologiquement qui est important. Et la psychologie dans l'investissement est un élément fondamental. Deuxièmement, le sous-jacent, bien évidemment, des sociétés non cotées. Mais quelles sociétés non cotées? Là encore, à nous, CGP, d'aller chercher des équipes. Je rappelle que mon groupe La Place, avec Cristal, on est capable, parce qu'on réunit à peu près 8 milliards d'encours conseillés, et donc on a suffisamment de volume pour aller chercher chez les meilleurs des créateurs de valeur dans le domaine du non-coté, eh bien, une poche pour nos clients. Et donc, à nous, là encore, d'aller trouver une diversification, d'acheter différents millésimes, d'aller référencer les meilleurs sur des classes d'actifs qu'on a définies ensemble, et puis de trouver avec eux les systèmes d'ingénierie dans la création qui permettent de répondre à une aspiration de diversification. Rapidement, Benoît Lombard, on investit combien de temps en private equity? Je pars sur 8-10 ans. Donc, on peut viser 5-6 ans. Non. Moi, je pars sur 8-10 ans. On a un actif qui est décorrélé. Là encore, il faut penser que ce n'est pas liquide. Il faut penser aussi que dans le mode singulier du private equity, il y a des appels de fonds qui se font progressivement. Vous prenez une promesse d'engagement d'investir 100, mais 100 ne seront pas appelés tout de suite. Ce qui fait que quand on appelle 100 assez classiquement, il y a 80 qui sont réellement appelés, puisque les premiers remboursements permettent de faire répondre aux derniers appels de fonds. Alors, on n'aura pas le temps de parler d'immobilier. Benoît Lombard, peut-être un petit mot quand même sur, on en parlait juste avant, sur les crypto-monnaies et la relation que les CGP peuvent entretenir avec les crypto-monnaies. Est-ce que, selon vous, c'est une poche de diversification à garder dans un coin de sa tête? D'abord, je ne voudrais pas parler de crypto-monnaie, parce que je vous défie d'aller payer votre baguette de pain avec un millième ou un Vous parlez de crypto-actifs. Crypto-actifs. D'accord. Crypto-actifs, on a vu là un scandale avec une plateforme qui a explosé, FTX, aux États-Unis. Enfin, des Bahamas, pas trop. Crypto-monnaie, moi je me suis toujours posé la question suivante. Jusqu'à quand les États vont accepter que des particuliers ou des investisseurs non régulés battent monnaie? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, ça sert à quoi? Ça sert à sortir du scope des institutions financières. Parce que ces plateformes, justement, elles avaient un rôle fondamental, c'était un rôle de confiance. Mais non régulé, on voit que non seulement la confiance ne pouvait pas exister parce qu'on avait affaire, vous m'excuserez, à des escrocs et des voyous en la personne de FTX, mais quand aussi on parle de FTX, oui, de FTX, bien évidemment, enfin c'est quand même un acteur majeur, oui, bien sûr. mais que également le défaut de régulation fait perdre la confiance sur laquelle reposent les institutions financières. Il est temps que les régulateurs mettent un peu d'ordre dans ce grand bazar. Donc j'en déduis que ça n'est pas pour vous une poche de diversification. Merci beaucoup Benoît Lombard. Je rappelle que vous êtes président de La Place. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.